Respect des droits humains avant, pendant et après le double scrutin du 22 novembre prochain. 237 observateurs et moniteurs pour veiller au grain. La Commission nationale des droits humains, qui joue ainsi sa partition pour des élections apaisées, forme ses observateurs et moniteurs à Ouagadougou. Les Échos en début de journal. Dans ce journal également, le bilan de la campagne agricole qui s'achève. L'heure est aux récoltes et le moins que l'on puisse dire est que la moisson est bonne dans la province de la Bougouriba. Constat à suivre dans quelques instants. Et puis aux États-Unis, Donald Trump ne s'avoue toujours pas vaincu et multiplie les actions en justice. Pendant ce temps, Joe Biden prépare son entrée à la Maison-Blanche avec comme priorité la réconciliation d'une Amérique divisée et la lutte contre la pandémie du Covid-19. Merci de nous recevoir chez vous. 237 observateurs et moniteurs pour répertorier les manquements aux droits humains avant, pendant et après le double scrutin du 22 novembre prochain. Ainsi se décline la partition de la Commission nationale des droits humains dans le processus électoral en cours au Burkina. Ces observateurs et moniteurs ont entamé une formation de 2 jours à Ouagadougou. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Nongba Kouda et Marguerite Douagno. Vérifier si les droits humains sont respectés lors des élections, noter toute atteinte à la liberté d'expression durant le processus, ce sont les défis que vont relever ces moniteurs et observateurs de droits humains au cours des élections présidentielles et législatives. Avec ces 140 observateurs et 97 moniteurs, les manquements constatés lors du scrutin du 22 novembre prochain vont être pris en compte afin d'améliorer les élections municipales de 2021, selon la Commission nationale des droits humains. Ils auront à surveiller, comme je l'ai dit, un certain nombre de droits et de libertés fondamentales, notamment les questions liées à la liberté d'expression, à la liberté de se réunir, superviser le déroulement de la campagne et le jour du vote, s'assurer que les électeurs ont librement accès au bureau de vote. Et après le scrutin, s'assurer aussi qu'enregistrer, au cas où il y aura donc des violences, donc tous ces incidents-là, pour pouvoir les remonter à la commission afin d'un traitement diligent. Première du genre au Burkina Faso, la surveillance des droits de l'homme dans le processus électoral bénéficie de l'appui du programme des Nations Unies pour le développement et de l'Union européenne. Ce projet a différentes composantes d'appui aux différentes institutions. Et la composante 3, c'est la mise en place d'un système d'alerte précoce pour prévenir des violences et pour contribuer à des élections libres, transparentes et apaisées au Burkina Faso. Au nombre de 5 par région, ces observateurs et moniteurs interviendront dans les zones à fort défi sécuritaire. Il s'agit notamment des régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de la boucle du Moun. À la deuxième semaine de la campagne électorale, la course à l'électorat a pris tout son élan. Grand rassemblement ou campagne de proximité, chaque formation politique y va de sa stratégie pour convaincre. Des stratégies diversement appréciées par les populations de la ville de Gawa qui souhaitent que leurs préoccupations réelles soient prises en compte par les candidats au fauteuil présidentiel. Quelques avis dans ce reportage de Yves Rwamba et Moussaki. Jour de marché de Gawa, acheteurs et vendeurs sont au rendez-vous. Catherine Palinfo est vendeuse d'igname. Il y a campagne en tout cas. Mais nous on ne voit rien ici. Pour le moment, nous on ne voit rien ici. Pourtant, nous sommes dans la deuxième semaine de la campagne électorale, dans la cité de Bafougi. Ici au marché, l'ambiance des meetings est diversement appréciée. En tout cas, les gens se mobilisent un peu. C'est bon, puis on sent que non, on fait des formations partout, surtout chez nous. Il y a des jeunes qui font des formations pour ne pas qu'on achète à voir, au fait, pour éviter la corruption partout. Franchement, les choses ne bougent plus. Ce qui est sûr, ce qu'ils disent, ce qu'ils promettent, ils n'ont qu'à réaliser seulement. Après les campagnes, ils n'ont qu'à pu réaliser. Ça bouge, il n'y a pas de problème, ça bouge. On va bien voter. Les attentes de ces populations vis-à-vis des différents candidats sont fortes. Mais le maître mot reste la paix au Burkina Faso. C'est la paix seulement, on veut la paix. Quelqu'un qui peut garder le pays là, pouvoir vivre ensemble
sans bagarre, donner de l'argent sur le marché, ça nous veut. Nous on souhaite, comme nous on part au marché là, les routes là sont vilaines, nous on souhaite que nous on arrange toutes les routes là quoi, pour bitumer toutes les routes. C'est notre souhait ça. C'est la paix surtout, c'est la paix qui compte chez nous d'abord. Si à la paix, les restes là, ça viendra avec l'État. Hommes comme femmes à Gawa souhaitent que la campagne se passe bien et que les résultats des urnes soient acceptés par tous les candidats. Nous restons dans le sud-ouest pour parler toujours de campagne, mais cette fois-ci de campagne agricole, et nous jetons un regard sur celle qui s'achève dans la province de la Bougouriba. L'heure est aux récoltes et le moins que l'on puisse dire est que la moisson est bonne. Et pour les responsables locaux du ministère en charge de l'agriculture, les subventions de l'État en matière d'intrants y ont contribué. Le constat est fait pour nous par Oumarou Sagnon et Romial Patricia Toué. Après plusieurs mois de dur labeur, l'heure est à la récolte ici dans la province de la Bougouriba. Les producteurs de cette partie de la région du sud-ouest sont plus ou moins satisfaits du déroulement de cette campagne agricole. Kirpouté Palinfo est propriétaire d'un champ de maïs de 4 hectares à Bamako, localité située à quelques encablures de Djebougou. En tout cas, on a commencé la semence là un peu tard, mais avec une chance à pousser. En tout cas, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Pour atteindre ce résultat, Kirpouté Palinfo a dû suivre scrupuleusement les consignes édictées par les agents techniques de l'agriculture. Il a aussi et surtout mis en œuvre les bonnes pratiques agricoles. C'est la semence FBC6 qu'on a utilisée. En tout cas, j'ai mis la fumure organique. C'est le déchet des bœufs, quoi. C'est ça que j'ai mis. Et puis j'ai appliqué l'engrais comme il faut. 67 000 tonnes de céréales, dont plus de 3 700 tonnes de riz, sont attendues pour cette campagne agricole dans la province de la Bougouriba. Ces prévisions peuvent être atteintes au regard des efforts consentis par l'État burkinabé pour l'accompagnement des producteurs. Et tout au long de la campagne, on a rencontré des postes de sécheresse, surtout entre le mois de juin, juillet, août. Mais dans l'ensemble, on peut quand même dire que non, la campagne s'est bien passée. C'est la période de récolte parce que la plupart des spéculations sont en stade de maturation et surtout les légumineuses ont la plupart été récoltées et ils sont entreposés dans les aires de séchage. Et quelques producteurs qui étaient un peu en retard attendent. Pour réussir sa récolte, le technicien de l'agriculture donne quelques recommandations aux producteurs. C'est quand on recommande aux producteurs, c'est pas produit après et au moment de la récolte qu'il y a des pertes de production. Donc on nous conseille aux producteurs de récolter les champs qui sont au bord des voies, de récolter pour éviter les feuilles de brousse. Aussi pour la conservation, nous recommandons surtout pour les légumineuses d'utiliser des sacs triple fond pour la conservation et nettoyer les jeux de séchage pour que quand même la récolte ne soit pas endommagée par les ravageurs. Bientôt s'achève la campagne humide 2020-2021 et les moyens sont en train d'être déployés sur le terrain pour entamer la campagne sèche dans la province de la Bougouriba, selon Issa Gansoré. Le ministère en charge du développement durable continue sa série de sensibilisation pour la protection des ressources naturelles. Était convié à un atelier d'échange ce 4 novembre des décideurs politiques. Au menu des échanges, donc, le référentiel en cours d'élaboration pour une meilleure adaptabilité au changement climatique au Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Informer et sensibiliser les décideurs publics sur la question d'adaptation au changement climatique, c'est le sens de cette rencontre. Une rencontre qui vise à doter au département en charge de l'environnement d'un document de référence en matière de fiscalité environnementale pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Essentiellement, c'est une fiscalité qui est là pas pour augmenter les coffres de l'État, mais qui est là pour changer les comportements des individus. L'exemple le plus probant, c'est par exemple le tabac. À une certaine époque, on a réalisé que c'était nocif pour la santé et que ça générait beaucoup de coûts pour les soins de santé. Alors l'État a augmenté progressivement ses taxes. C'était pas pour objectif premier d'avoir plus de recettes, mais c'était pour inciter les consommateurs à réduire leur consommation. Selon le consultant du ministère de l'Environnement, des sessions de cadrage, de collecte de données sectorielles et de concertation régionale ont été organisées à cet effet. Et ces études concernent entre autres le secteur de l'énergie,
le secteur du transport et celui des ressources naturelles. Découvrons à présent les lauréats de la 4e édition du prix Pax Sahel, prix initié par le réseau d'initiatives de journalistes pour récompenser les œuvres traitant de l'information relative au conflit. Étaient aux prises pour cette édition des journalistes du Burkina, du Mali et du Niger. Le palmarès dans ce reportage de Alidou Badini et Vincent Kendrebiogo. Mariam Ouedraogo des éditions Citoyens, Emeline Zoukmori de la Radio Nationale et Omar Zombri de la Télévision Nationale sont les lauréats de cette édition du prix Pax Sahel. Ils reçoivent chacun un trophée, un ordinateur portable, du matériel technique et la somme de 500 000 francs CFA comme récompense. Ce prix, en tout cas, je le dédie à tous mes collaborateurs, à tous mes collègues et également à ceux qui se battent jour comme nuit pour garantir l'intégrité de ce pays-là et pour ramener la paix et la quiétude au Burkina Faso. Les œuvres de ces lauréats se sont distinguées parmi la trentaine en compétition, un professionnalisme apprécié par le jury et les organisateurs. Donc les critères d'appréciation portent essentiellement sur la pertinence des œuvres et l'originalité aussi des sujets qui sont traités. Pour le JSC, il faut déjà aller plus en avant, vraiment fouiller pour comprendre les origines du conflit, savoir quelles sont les implications, quelles sont les personnes qui sont donc en conflit, comprendre quelles sont les personnes peut-être qui sont derrière les belligérants eux-mêmes. Le prix spécial Dr Ametepe initié cette année pour rendre hommage aux pionniers du réseau d'initiatives de journalistes est décerné au Malien Ali Ibrahim, ici représenté. Il reçoit un trophée, la somme de 300 000 francs CFA. Le prix Pax Sahel est une initiative du RIJ, le réseau d'initiatives de journalistes, qui récompense chaque année le travail de journalistes du Burkina, du Niger et du Mali qui auront fait preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information sensible au conflit. Le Lions Club International tend sa main aux personnes victimes d'inondations dans les communes de Barsalogo et Kongoussi. Il leur a remis des vivres et bien d'autres matériels de première nécessité. Un geste pour soulager un tant soit peu ces personnes déjà touchées par la crise sécuritaire et humanitaire. On en sait davantage avec Adama Giti et Ismaël Ziloma Sirima. Le Lions Club International remet 6 tonnes de vivres et de produits de première nécessité au ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Ce don s'élève à plus de 5 millions de francs CFA selon les donateurs. Il est destiné aux victimes d'inondations de la ville de Barsalgo et de Kongoussi. Cette année, la saison pluvieuse a été très éprouvante et à l'issue donc de cette saison pluvieuse, nous avons dénombré environ 71 000 personnes sinistrées. Beaucoup de familles qui ont subi des dommages, notamment des maisons endommagées et qui ont occasionné par la suite des déplacés internes, des écoles qui ont abrité des familles qui n'avaient plus de quoi s'abriter. Et le Lions Club a prévu donc faire un geste en faveur de ces personnes-là. Ce don vient à point nommé parce que ces personnes sont dans le besoin au quotidien au regard de la situation d'insécurité qui les affecte et les inondations sont venues encore aggraver la situation de vulnérabilité. Ce soutien aux personnes démunies s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre la faim du Lions Club International. Direction la cité de Yendabili où les responsables du Fonds de développement culturel et touristique ont déposé leurs valises ce 6 novembre. Ils y étaient dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour une meilleure participation à l'appel à projet pour le financement des initiatives culturelles. Les acteurs culturels de Fada donc se sont familiarisés avec les mécanismes de montage de projets. Aruna Kabore, Dahandi Banga et Rasmata Ouedraogo.
Financement des projets culturels et touristiques, le Fonds de développement culturel et touristique offre des opportunités sur les appels à projets. La campagne d'information et de sensibilisation sur le projet au niveau régional s'achève à Fada. Cette campagne a permis le temps d'une journée aux acteurs de l'Est de se familiariser avec les techniques de montage de projets. C'est un programme qui a été financé par l'Union européenne et le Burkina Faso et il s'agit de faire en sorte que les acteurs, les porteurs de projets puissent s'approprier du contenu du programme, des lignes directrices et des canevas pour pouvoir monter des projets fiables. Une initiative louée par les bénéficiaires et les responsables culturels et touristiques. C'est une démarche vraiment à saluer que le Fonds de développement culturel et touristique vienne rencontrer les acteurs de la région de l'Est afin de leur porter cette information, puisqu'ils puissent capter les opportunités qui vont s'offrir à eux. J'ai pu retenir beaucoup de choses concernant la manière de postuler. Je vais transmettre ce que j'ai reçu d'ici à mes membres d'association afin qu'elles puissent postuler aussi. Sont concernés par le projet les acteurs intervenant dans le domaine du cinéma audiovisuel, l'art de la scène, artisanat et design. Le Fonds de développement culturel et touristique a été créé depuis 2016 avec pour mission d'accompagner techniquement et financièrement les promoteurs culturels et touristiques au niveau national. Hors de chez nous et aux États-Unis, Donald Trump ne s'avoue toujours pas vaincu et multiplie les actions en justice. Pendant ce temps, Joe Biden prépare son entrée à la Maison-Blanche avec comme priorité la réconciliation d'une Amérique divisée et la lutte contre la pandémie du Covid-19. Pour son premier jour en tant que président élu des États-Unis, Joe Biden n'a pas dérogé à son habitude. Il s'est rendu, comme il le fait régulièrement, à la messe de sa ville de Wilmington, dans le Delaware. Le démocrate s'est ensuite plongé dans les préparatifs de son accession à la Maison-Blanche, avec deux priorités affichées pour la transition, la réconciliation d'une Amérique divisée et la lutte contre la pandémie qui frappe très durement le pays. Au total, plus de 237 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis, dont plus de 1000 ces dernières 24 heures. Notre première mission, c'est de maîtriser la pandémie. Lundi, je nommerai un groupe de scientifiques et d'experts de premier plan comme conseillers de transition pour examiner le plan Covid Biden-Harris et aider à le convertir en un plan réel qui débutera le 20 janvier 2021. À Washington, de nombreuses personnes étaient toujours réunies ce dimanche devant la Maison-Blanche pour intimer à Donald Trump l'ordre de partir. « Tu es viré » pouvait-on lire sur certaines pancartes. Malgré les célébrations du camp démocrate samedi, le président sortant refuse toujours de reconnaître sa défaite et affirme sans éléments concrets à l'appui que l'élection est entachée d'irrégularités. Dans un tweet ce dimanche, il a réitéré sa position, affirmant que ce n'était pas aux médias d'annoncer le nom du prochain président. Ces équipes juridiques ont déjà lancé plusieurs recours en justice pour obtenir un nouveau décompte des voix dans plusieurs États décisifs, notamment en Pennsylvanie. Donald Trump estime que des dizaines de milliers de bulletins seraient arrivés illégalement et évoque un manque grossier de transparence lors du dépouillement. Dans une série de tweets rageurs, il s'en est une nouvelle fois pris au camp démocrate ce dimanche, les accusant d'avoir volé l'élection. Si beaucoup d'élus républicains soutiennent toujours leur candidat, ils sont de plus en plus nombreux à prendre leur distance. Ce dimanche, c'est l'ancien président George Bush qui a téléphoné à Joe Biden pour le féliciter de sa victoire dans une élection fondamentalement honnête aux résultats clairs. Sauf retournement de situation, Donald Trump cédera sa place le 20 janvier prochain à Joe Biden, qui deviendra ainsi le 46e président des États-Unis. L'entrée de Joe Biden à la Maison-Blanche pourrait-elle changer le rapport des États-Unis à l'Afrique? Les quotidiens burkinabés analysent, des quotidiens qui n'ont pas passé sous silence la campagne électorale en cours avec la pléthore de formations politiques en lice. La revue de presse de Vincent Kendrebe-Hugo.
Pléthore de partis politiques au Burkina Faso, la nécessaire rationalisation, titre Siroya dans son édito. La campagne électorale en cours remet au goût du jour la pertinence du nombre de partis politiques au Burkina Faso. En effet, jusqu'à 146 partis politiques sont actuellement en campagne à la recherche d'électeurs. Du coup, les populations et même les spécialistes ne savent plus où donner de la tête avec des offres politiques qui se ressemblent, se dédoublent ou se complètent comme des frères siamois. D'où la nécessité de rationaliser le nombre de partis politiques au Burkina Faso, suggère Sidouaya, pour qu'enfin nous sortions de ces spectacles piteux de candidats qui masquent mal leur manque d'assises populaires. Élection de Joe Biden aux États-Unis, l'Amérique va-t-elle enfin se rapprocher de l'Afrique? S'interroge l'observateur Palga. Rarement le multilatéralisme aura été aussi malmené que sous l'administration Trump, au point que la plupart des dirigeants du monde se bousculaient pour planter le dernier clou à son cercueil politique. Sous Trump, l'Afrique était tout simplement négligée, aucune visite en 4 ans, et il faut espérer que le nouveau Commander-in-Chief aura une oreille plus attentive, surtout aux sollicitations des pays du Sahel en proie à la lutte contre le terrorisme. Mais attention, Biden n'est pas un frère africain, tout comme Barack Obama prévient aujourd'hui au Faso. C'est vrai, l'Afrique était dans l'angle mort des États-Unis, des pays de merde qui n'intéressaient guère le néoconservateur Trump. Mais ne rêvons pas trop, car Joe Biden est élu par les Américains et pour les Américains, même s'il pourrait revoir certaines positions de Donald Trump vis-à-vis de l'Afrique, comme la menace de réduire les montants alloués à l'Afrique contre le terrorisme ou le retrait de la logistique américaine sur le renseignement. Il est difficile que Joe Biden fasse pire que Donald Trump vis-à-vis de l'Afrique, souligne le pays. Trump n'avait aucune considération pour l'Afrique. Quant à Biden, on peut espérer qu'il soutienne le G5 Sahel pour plaider afin que sa force conjointe soit placée sous mandat onusien, comme longtemps demandé en vain par les pays du Sahel, une requête qui agaçait d'ailleurs Donald Trump. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h en langue nationale. Moi, je vous retrouve à 22h pour le journal spécial campagne. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.